Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu Charrier, ravi de vous accueillir dans 9e art, le podcast de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême. Dans chaque épisode, une autrice ou un auteur se raconte, revient sur sa pratique, sa carrière, son actualité, sa vision du 9e art et répond à notre questionnaire de Proust version BD. Je fais de la bande dessinée toute la journée. Et je sais toujours pas comment on fait de la bande dessinée. Bonjour Gilles Rochier. Bonjour. Et merci d'être là, auteur d'une quinzaine de bandes dessinées déjà, qu'on présente notamment comme l'auteur de la BD urbaine de banlieue. Déjà, est-ce que ce qualificatif, je pourrais citer évidemment l'auteur dernière BD qui s'appelle Faut faire le million, tu avais été, entre guillemets, révélé par ta mère la pute. Est-ce que ce qualificatif te convient ? Bah, au début, non, bien sûr, ça m'embêtait d'être cloisonné dans un truc, de me retrouver forcément l'auteur de banlieue, parce que ça, je me disais qu'à chaque fois, les gens allaient attendre forcément une surenchère en disant sur cet esprit de banlieue, et j'avais peur qu'ils attendent de voir un livre rempli de Twingo qui brûlent pendant des émeutes. Et puis après, j'ai fini par comprendre comment marchait ce médium, en fait, qui peut être comme le cinéma, la musique, et les gens, pour le public, des professionnels, pour le public, sont obligés de te mettre dans une case, une caisse, un tiroir, et identifier avec un objectif au bout, quoi. Et puis foncièrement, écoute, je me suis fait, je préfère ça que le seul auteur de bande dessinée de droite, quoi, par exemple, quoi, je m'en sors pas trop mal, quoi. Parce que ce qu'il faut quand même dire, des gens qui nous écoutent et qui t'ont pas lu, c'est que oui, c'est dans la banlieue, dans le cadre de la banlieue, souvent au milieu d'immeubles, mais à chaque fois, évidemment, c'est des histoires humaines que tu racontes, et on pourrait te présenter comme l'auteur de BD humaine. Ouais, sauf que là, je pense qu'il y a du monde sur la route, quoi. C'est déjà, ça. Là, je regardais l'expo de Fab Caro en bas de chez vous. À côté, il y avait Baudouin, et j'ai eu la chance de connaître Baudouin et d'avoir eu des longues discussions pendant des voyages en train, et en termes d'humanité, de rencontres, pour l'instant, je joue en 3e division. C'est vrai que moi, ce qui m'importe, c'est les autres. Enfin, c'est les gens que je rencontre, avec qui je vis, que je fréquente. Là, je me suis rendu compte il y a quelques temps, mais ça va peut-être me passer, qu'en fait, tous mes livres, c'était sur l'amitié. Parce que je crois qu'il y a un truc de carence là-dessus, il y a une blessure ado. Et ça m'a rassuré dans mon prochain éditorial, en fait, en me disant que ça sera sûrement mon sujet, quoi. Comment l'amitié évolue quand tu es un prépubère, un jeune adulte, un jeune papa, et bientôt un senior, un boomer, tout ce que tu veux, quoi. Comment ce truc fonctionne, quoi. Ouais, mais c'est finalement déjà la ligne directrice. C'est-à-dire que là, tu peux te questionner avec le recul des années, mais depuis, c'est quand même beaucoup d'histoires d'amitié au sens très large. Ouais, c'est un truc d'amitié, quoi. D'amitié loupée, d'amitié bancale, d'amitié du soir, de la nuit, d'amitié forte, qui sont liées à l'humour aussi, qui sont liées aussi des fois au conflit. C'est un truc, moi j'ai une passion pour le sujet, l'amitié, quoi. Tu citais Fab Caro parce qu'il faut dire à ceux qui nous écoutent qu'en ce moment, dans l'exposition Fab Caro à la Cité de la bande dessinée, on t'a passé une commande de 5 planches où tu dois nous raconter les origines de Fab Caro, parce que c'est un pote que tu connais dans la bande de 6 pieds sous terre depuis longtemps, où tu nous racontes d'ailleurs assez habilement que, comme tout le monde, tu connais pas grand-chose de son passé, parce que c'est quelqu'un de très secret. Comme lui, tu as commencé dans le fanzina. Comment t'as découvert justement ce médium ? Toi, t'es pas comme beaucoup d'auteurs qu'on reçoit à ce micro, t'as pas fait l'école machin ou l'école truc. Comment t'as découvert ce médium et comment tu t'es dit c'est là-dedans que je vais m'éclater ? En fait, je l'ai rencontré par l'intermédiaire je travaillais dans un magasin de reprographie comme les Copytop, mais un truc un peu un tout petit truc et tout, et il y a un jeune homme qui venait entre midi et 2 faire des photocopies. Je voyais, il faisait un micmac, il pliait les feuilles, puis il les imprimait à l'envers, puis après il pliait, il mettait une agrafe, et puis ça faisait un truc qui faisait 8-10 pages, 12 pages. Et je lui dis, mais qu'est-ce que c'est ? Et il m'explique que c'est un fanzine. Donc il m'explique tout l'esprit du fanzine. Et je lui dis, mais pourquoi tu fais ça ? C'est pour qui ? Il me dit, parce que le type était de province, il avait trouvé un boulot à Paris, donc il voyait sa famille rarement. Donc en fait, il envoyait ce fanzine à ses amis, ses copains, ses cousins, comme une carte postale, et il leur donnait des nouvelles d'eux, quoi. Et ça a été bing dans ma tête. Et je me suis dit, mais merde, moi qui dessinais dans mon coin, mais c'était très statique, ça bougeait pas. Je me suis dit, je vais faire ça, je vais faire du fanzine.
Et par son intermédiaire, je tombe sur le travail de Laurent Lolmed. Et là, dans ma tête, ça bascule, en fait. C'est là que tout éclate. Et je veux faire du fanzine et rien d'autre, quoi. D'ailleurs, t'en fais encore aujourd'hui? J'en fais... Attestation de déplacement dérogatoire, c'est ça? Ouais, qui est sorti, là, le 4. Je crois, a priori, c'est le dernier, parce qu'on est vraiment au bout du truc. Oui, bah, moi, j'en fais, mais j'en fais aussi... le fanzine, c'est ce que j'essaie d'expliquer quand je fais un petit peu de médiation ou je vais dans des écoles. C'est un truc, c'est instinctif, quoi. Il y a des dimanches matins, je me lève, j'ai 4 pages à raconter, j'en trouve 5 de plus à dessiner, une photo, une couverture. C'est un truc instinctif d'humeur, quoi. C'est un truc que j'aurai toujours en moi, quoi. C'est-à-dire que j'ai même pas de frustration quand un projet n'est pas super emballé par un éditeur et tout. Je me dis, ouais, je m'en fous, je le ferai en fanzine. Et c'est pas un truc qui me met dans une colère où je me dis par dépit, quoi. Je ferai un fanzine avec ce concept de le vendre 2 € et de l'envoyer par la poste et tout. C'est un truc génial, quoi. Justement, comment tu fais la différence entre, parce que finalement, que ce soit dans tes fanzines ou dans tes bandes dessinées, c'est un quotidien de rencontres, d'échanges humains que tu racontes. Qu'est-ce qui fait que ça devient une bande dessinée à plus de pages, ou qu'est-ce qui fait que ça reste un fanzine, justement? Bien souvent, il y a un truc qui se rajoute très très souvent, peut-être tous les trimestres. En moi, c'est une recherche sur des nouveaux outils, par exemple de crayon, ou de papier, ou de format, ou de dessin direct, ou de penser le dessin direct. Là, ça fait 1 an que j'ai choisi de faire des résidences dans des endroits juste pour pouvoir partir sur le terrain avec un carnet et un stylo bille 4 couleurs. De faire qu'avec. Et trouver la dynamique des masses pour que ce truc soit vivant. Donc, bien souvent, c'est un désir technique qui s'accroche à moi. Et je me dis, tiens, ça, je vais en faire un fanzine. Et puis après, pour ce qui est de mes bouquins, bah là, il y a un truc un peu stalinien. Je travaille toujours avec le même crayon, le même papier. C'est un peu cloisonné, quoi. Il y a des trucs que j'ai pas envie du tout de voir édités par un éditeur et qui mettent ses pognes là-dedans, quoi. Surtout pas, quoi. Tu parlais de résidence, tu travailles en ce moment avec Courtrage-May, l'école fondée notamment par Lajli, réalisateur des Misérables, toute cette bande. Qu'est-ce que tu trouves aussi dans ce lien avec cette jeunesse, parce que c'est une école dans laquelle il y a beaucoup de jeunes, et surtout avec le cinéma, l'image, la vidéo? C'est assez... Moi, j'ai accepté parce qu'en fait, je comprenais rien de ce qu'il me demandait. Et puis, j'avais quand même cette curiosité sur le cinéma. En bande dessinée, quand tu es auteur, en fait, tu as quand même un public et une certaine quantité de collègues, mais pas tous, qui pensent que l'absolu pour ton œuvre, c'est qu'à un moment, ton travail soit fait au cinéma. Et ce qui est souvent un échec. Et pas forcément une réussite. Et là, ça m'intéressait de savoir comment ils travaillaient, en fait. Comment, à la base d'un scénario, de l'écriture, je voulais voir les étapes. Donc, j'ai traîné mes guêtres avec eux sur les tournages ou sur des séances d'écriture. Et en fait, j'ai été relou, quoi. Je leur ai posé une tonne de questions, quoi. Je leur ai dit qu'ils dessinaient pas assez pour qu'on comprenne ce qu'ils faisaient. Et c'est quand même 2 médiums, hyper différents, quoi. Je pense qu'il n'y a pas tant de choses qui les tient, quoi. T'as pas envie de faire du cinéma maintenant? Si, pourquoi pas, mais j'ai vu le capharnaüm du truc. Il faut savoir fédérer. C'est 50 avis minimum que tu mets de côté. Et là, pour l'instant, moi, j'ai plus envie de faire des livres à fond, quoi, qu'à faire un film, quoi. Alors, je disais tout à l'heure, ce qui t'a révélé, c'est le prix Révélation, c'est comme ça qu'il s'appelle, en 2012 pour Ta mère la pute à Angoulême. Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Parce que dans ce livre, tu racontais une jeunesse dont d'ailleurs tu as beaucoup dit que c'est pas une jeunesse que tu as trop aimée, ou voilà, c'est pas comme si tu racontais des bons souvenirs. Donc aujourd'hui, avec 10 ans de recul, comment tu revis cette période, cette sortie, ce prix, cet emballement autour de cet album? Bah, le truc mystérieux, c'est-à-dire que je commence un jeudi à faire ce bouquin sans ambition du tout. Même pas avec l'accroche terrible de dire que j'ai appelé ce livre Ta mère la pute pour emmerder les gens. Je fais ce truc, je crois, et puis je vois que ça tient au fur et à mesure. J'avais eu la chance de sortir un bouquin qui s'appelait Temps mort auparavant et qui était plein de maladresse, qui était plein de dépression. Et en fait, là aussi, c'est les copains de la bande dessinée qui m'ont dit « Ah, vas-y, fais gaffe, c'est pas mal ce que t'as fait. » Mais avec un truc de sincérité en disant « C'est bien comment t'as monté le truc. » Donc, je fais Ta mère la pute. Et je remets mes mains dans ma jeunesse, en fait. Mais comme j'essaye de le fictionner, en fait, je suis pas en douleur, quoi.
Je suis pas en douleur. Et puis quand le livre est sorti, ça résonne. Et puis après, tu vas en dédicace. Et donc, je vais pas dédicacer forcément à Aubervilliers, mais je vais aussi dédicacer dans la Creuse ou dans la vallée de l'Orbe. Et là, les gens, ils achètent le bouquin, ils reviennent te voir le lendemain et ils te disent, mais tu sais, ce genre d'histoire, c'est les mêmes ici, quoi. Donc en fait, c'est l'environnement, le cadastre de Ta mère la pute n'est pas la genèse du projet. La genèse, c'était raconter une histoire de môme qui bascule dans un événement et que tu es enfant et puis dans un après-midi à un autre, tu es un adulte et on te doit des responsabilités et tu dois des responsabilités aux gens, quoi. Et dans ta dernière BD, il faut faire le million, qui est encore plus sombre, ça commence par le décès d'un de tes amis. Est-ce que tu as basculé justement dans encore autre chose, dans raconter justement ce recul que tu peux avoir sur toutes ces années qui sont passées? Tu disais tout à l'heure, je suis bientôt un senior. Est-ce que c'est ça cet album finalement? Cet album, il est venu d'abord par une sorte de postulat, c'était d'identifier notre société qui était assez en bousculement dans la rue, dans le travail. Et puis après, je me suis dit, je voulais donner mon avis frontalement. J'étais très impressionné et très très marqué par le travail de Tanks en ce moment, qui mettait ses tripes sur la table en disant vraiment ce qu'elle pensait, quitte à déplaire et tout. Et donc moi, ça fait des années que j'avais tous ces trucs à dire. Et je me dis, je vais en profiter. Je crois que je l'ai fait pendant le Covid, donc la situation aide aussi à avoir envie de parler. Et puis après, l'histoire de mon pote qu'on retrouve dans une poubelle, elle est là. Je ne sais pas quoi en faire. J'avais commencé à l'écrire comme une sorte de roman, en fait. Mais je n'ai pas les aptitudes vraiment. Et je me suis dit, je vais le faire apparaître. Dans ce truc-là, je voulais pas raccrocher les gens sur du misérabilisme encore, mais ça faisait partie de ma vie, donc je l'ai mis, quoi. Pour la première fois, on a l'impression aussi en lisant l'album que cette banlieue, tu voudrais presque la quitter. Ouais. C'est une réalité ? Ouais. Non, mais là, j'ai tendance à le dire un peu souvent, c'est que je déteste cette banlieue comme je l'aime, quoi. C'est-à-dire, de toute façon, ça va être impossible que je la quitte parce que je suis un mec les mecs de banlieue, ça sait pas déménager, quoi. Sauf si ça rencontre une fille et encore à la rigueur. Moi, je sais pas déménager, je sais pas prendre une ambition. Il faudrait un truc magnifique qu'on m'emmène à l'autre bout de la France. Je partirai jamais du quartier. Et puis après tout, c'est chez moi. Mais t'en as envie, et ça on le ressentait pas dans les précédents albums. Ouais, je pense que j'en ai envie, mais surtout je crois que il y a une envie qui me fait un peu peur, c'est de après tout, ça me dérange pas d'être tout seul, quoi, sans les autres, ce qui a jamais été mon fonctionnement, quoi. Toujours marcher en équipe, l'amitié, quoi. Et là maintenant, je peux vivre en autarcie seul. Et ça, en fait, ça me plaît pas des masses, quoi. Donc, de toute façon, comme mes livres sont toujours que des questions et je réponds pas. Mais de toute façon, là, je suis déjà il est quasiment fini d'écrire la suite de Faut faire le mignon, qui parlera de tout ça et encore plus fort, je pense. Tu travailles comment justement, parce que tous ces décors graphiques, ça sans doute, mais est-ce que tu prends beaucoup de clichés? Comment ce qu'on voit sur tes réseaux sociaux, tu mets beaucoup justement de photos, de contenu, c'est ça ensuite que tu couches sur l'album? Toutes les photos qui sont sur mon seul réseau social qui est à peu près Instagram, en fait c'est des dessins, ça finira dans une bande dessinée, c'est une bande de données pour moi, j'ai pas d'idée à être influenceur, mais non, voilà, c'est des photos que je prends et qui m'interpellent et je sais qu'on les retrouvera dans un de mes livres un peu plus tard. Je travaille que comme ça. Après, je peux te faire un tour de périph' parce que j'ai vu un jour un bâtiment au lever du soleil où la lumière passait par là et que ça fonctionnait, que j'arrive pas à faire. Un petit peu de Google, mais pas trop, parce que c'est toujours les mêmes photos. Mais non, je suis toujours vampirisé par ces grands ensembles qui sont autour de nous. Et donc Instagram, photos, et après je les récupère et je les mets en scène. T'arrives à te renouveler dans le graphisme, dans ta façon de dessiner ce décor ? Je crois qu'en fait c'est le truc qui m'intéresse le plus dans ce métier, c'est cette marge de progression, parce que moi j'avais pas un dessin sexy, quoi. Je voyais bien les gens quand tu te pointes en dédicace, ils ouvrent ton livre et tout, et puis ils referment, ils se barrent. Comme si je les avais insultés. Je voyais bien que mon dessin était un peu anguleux et que ça passait pas pour tout le monde. Donc en fait, la volonté de faire du dessin qui soit apprécié par tous,
c'est un truc au fond de moi quand même, quoi. Donc, moi, je dessine beaucoup, hein, je bosse beaucoup plus que je l'ai fait pendant un temps. Donc, ouais, je pense que j'évolue, quoi. Ouais, je sais que ce soit plus lisible, quoi. C'est aussi le syndrome de l'imposteur, justement, le mec qui n'a pas fait d'école et tu te dis, faut que je prouve que je sais dessiner, même si je n'ai pas fait les beaux-arts. Ou... Ben, moi, ça m'est passé ce truc de l'imposteur, quoi. Je me dis maintenant, c'est trop tard, en fait, parce que j'ai fini par comprendre, et c'est le public qui me l'a fait comprendre, qu'en fait, mon propos était tout aussi important que mon dessin, quoi, et que j'arrivais à faire tenir tout ça avec ces mises en scène. Donc là, maintenant, le truc de l'imposteur, non, je m'en fous un peu. T'aurais envie de faire un peu plus de fiction ? Ça vient à moi, en fait. Hein. Ça vient à moi, ce truc de fiction-là. Par exemple, en ce moment, je travaille pas du tout la fiction. Je travaille sur une adaptation d'Alexandre Dumas, Les Mousquetaires. Je fais une parodie avec Fabrice R. Donc, en fait, ça me permettait de prendre des vacances sur l'autobiographie. Parce qu'il faut bien comprendre cette histoire d'autobiographie, c'est que les gens... Enfin, je fais attention, mais globalement, j'ai quand même un état dépressif et je suis pas toujours quelqu'un de très très joyeux, quoi. Mais il faut dire aussi que je me dessine toute la journée. C'est-à-dire qu'en fin de journée, je m'auto-soule. C'est-à-dire que là, effectivement, je pourrais pas quitter ma banlieue, mais si tu me proposes d'être quelqu'un d'autre à partir de demain, si je peux choisir le costume, ça m'intéresserait parce que j'ai un peu du mal à me supporter. La fiction, ouais, là, je travaille sur un projet sur le trafic de stupéfiants et pour le coup, ça sera une fiction, ouais. Donc finalement, peut-être aussi qu'avec les années, tu as cette envie plus marquée mais de quitter... ouais, non, mais c'est parce que j'ai 16 ans et demi dans le métier, moi. Vraiment, je démarre, quoi. Voilà, maintenant, j'ai fait tout ce que je savais faire avec tout ce que je pouvais maîtriser avec ce qui était en bas de chez moi et tout. Je pense que je démarre. Vraiment, c'est pour ça que je suis pas malheureux de ce métier et de ce que ça en est. C'est parce que vraiment, je suis prépubère, là. Et c'est marrant que Casterman, puisque ça sera édité par Casterman, ces Trois Mousquetaires se tournent vers toi pour cette adaptation. En fait, c'est drôle, mais ça c'est la malice de Monsieur Mouchard, en fait. Il aimait beaucoup les interactions que j'avais sur mon Instagram avec un mec que j'appelle l'autre con, qui m'envoie des messages et je lui réponds des messages. Et donc, il se disait, il n'y a que eux qui peuvent faire un truc comme ça, quoi. Et donc, sur le coup, le coup de téléphone de Benoît Mouchard, un lundi matin, très tôt, il me dit, hey, Roger, il me laisse un message que je réponds pas, bien sûr. Hey, Rochier, tu connais Alexandre Dumas ? Et il raccroche. Et je me dis, voilà, l'interpellation était intéressante. Et puis, on a travaillé, puis j'ai vu le curseur qu'il voulait. J'ai compris que c'était quelque chose, il fallait du franco-belge, ce que j'avais jamais fait. Il fallait que ça soit lu par des jeunes et des ados, mais en même temps que ça soit un peu piquant, qu'on décloisonne tout ça. Donc, il y avait un pari intéressant. Et puis, j'avais le choix du dessinateur, en fait, juste au scénario. Et c'était l'opportunité de travailler avec Fabrice R, quoi. Tu joues toujours de la trompette ? Non, parce que j'ai reçu des lettres de l'OPHLM. Non, puis la trompette, là, en fait, je l'ai laissée dans mon salon parce que c'est quelque chose qui attire. Et comme je vis avec des ados en quantité, et que forcément, quand ils sont à la maison, ils ont tous mis leurs lèvres à la trompette, là. Donc, je pense que c'est un miasme de trucs. Et comme je suis hypochondriaque, je ne remettrai jamais mes lèvres là-dessus, quoi. Trompette qu'on retrouvait dans Solo, je précise, Absolument. Parce que ça peut paraître un peu hors sol comme question. Et donc on découvre Faut faire le million, c'est la dernière. La prochaine, ce sera les Trois Mousquetaires, justement. La prochaine, ça sera les Trois Mousquetaires. Ouais, il y aura 2 tomes. Avant, je vais sortir un petit opus chez Jargil Édition qui m'avait fait apparaître au moment de TMLP où j'avais fait un truc qui s'appelait Les Frères Kraka. Donc là, c'est une apparition sur un truc de nuit aussi. Et puis je vais faire un autre truc, mais c'est pas tout à fait fait. Ouais, ouais, ça va être les D'Artagnan et tout ça, quoi. Et D'Artagnan et Milady et le Cardinal, quoi. On passe à notre questionnaire de prose version BD. Bon, c'est parti, hein. La première BD que tu as lue. Bon, je pense que c'est un Tintin et Milou, hein. En fait, du bleu donc ça doit être celui quand ils sont sur leur radeau, ça doit être Cock and Stock, un truc comme ça. La meilleure BD de tous les temps, selon toi? Ah vache. La meilleure BD de tous les temps, pour moi, je pourrais dire... Il y a des gens qui ont répondu cash comme ça. C'est pas possible. La meilleure BD de tous les temps... Moi, il y a un livre que j'adore, je le répète, c'est l'histoire vraie de Futuropolis de Florence Sestac, qui est pour moi une base totale de comment on fait de la bande dessinée. J'adore ce bouquin, c'est mon... Mais il y en a d'autres, tu vois, mais... Ça, ou sinon, je pourrais fouiller dans la biographie de JP, quoi. Ma vie mal dessinée aussi, pour moi, est un livre important. La plus belle couverture de bande dessinée?
Ça, c'est dur. La plus belle couverture de bande dessinée. Ah, je crois que c'est un Tintin et Milou. Hein. Je pense que ça sera un Tintin et Milou, je sais pas lequel, mais bon, tout est là, quoi. Tout est là, absolument. Ouais. Et la plus belle case de bande dessinée? Ah, je crois que ce serait dans ma vie mal dessinée de JP. À un moment, sa compagne lui apprend à nager. C'est une grande case. Mais ça, c'est un truc de toxicomane. C'est impossible de répondre correctement à votre truc. C'est trop dur. Est-ce qu'il y a une BD que tu aimes, mais t'as honte de l'avouer? Ah, mais c'est pas un problème pour moi. Une BD que j'aime et que j'ai honte d'avouer. Non, c'est pas un problème. Moi, je suis assez. Par exemple, dans le cinéma, j'ai des grandes passions pour les très mauvais films. Une BD que j'aime, que j'ai du mal à avouer. Peut-être une bande dessinée de Fab Caro, mais je sais pas laquelle. Ton personnage de BD préféré? Moi, c'est Kebra, de Trambert et Jeannot. C'est pour moi l'ultime, quoi. C'est déjà une bande dessinée sur la banlieue. D'ailleurs, si on regarde bien les dessins, quand il dessine la banlieue, le mec dessine forcément la banlieue à l'ancienne avec les meulières. Et puis surtout, il y a des grues derrière. Et on voit qu'ils sont en train de construire les grands ensembles. C'est violent, les personnages, ils ont des têtes d'animaux, et lui, c'est une sorte de voyou perfecto, mais c'est surtout un lover, quoi. Il se met que dans des embrouilles pour aller embrasser des filles, et il a un scooter rose, c'est mon idole, en fait. Ton personnage de BD détesté? Moi, je suis pas fan d'Achille Talon. Je trouve même pas ça bien dessiné. Je sais pas, le type est mort ou pas? Ah bon, ça va. Non, je suis pas fan d'Achille Talon, par exemple. Je lirai pas, ça me fait chier un peu. Alors qu'il est dans l'expo parce que c'est une des références de Fab Caro. Ouais, il touche à tout, lui. Crapule. Ton super-héros préféré? Ah, alors là, c'est une grande discussion, ça. Super-héros, il y a quand même... On va parler de Spider-Man, parce que moi, à l'âge de 12 ans, j'ai eu la chance d'aller aux États-Unis faire mes études de CM2. Une sorte de partenariat entre les États-Unis et une pauvre cité, en fait. Et donc, c'était l'apparition de Spider-Man, qui était un peu plus badass que Superman. Donc, un Spider-Man, mais j'ai quand même une passion pour Iron Man, autant dans les comics à l'époque, mais autant dans les films, moi, je me laisse baiser par ça. Hein. Je vais les voir au kilo. Mais en même temps, est-ce que c'est un super-héros? Non, c'est une armure. Donc, Iron Man un peu, quoi. Pure l'oseille un peu, et puis le fait qu'il soit un peu chiant aussi. Et ton super-héros détesté? Ah, celui qui ressemble à rien. Je suis très emmerdé sur Batman, moi, quand même. J'ai des doutes sur les compétences de ce mec. Parce que il y a un truc douteux. Je pense qu'il se dope. Je sais pas. J'ai un doute sur ce mec. S'il n'y a pas un MeToo qui tombe sur lui bientôt, je serais pas étonné, quoi. Et t'aurais été le premier à le dire. Ouais. Tu dessines dans lequel, moi, en musique? Je dessine en écoutant des émissions de football. En fait, j'ai acheté une très très belle radio sur une brocante, et elle est bloquée sur 2 stations. Et donc, une station qui est RMC. Donc, je me tape toute la matinée de pré-fascisant. Et après, j'ai toutes les émissions de football jusqu'à minuit. Donc, je suis passionné par le football, mais ouais, j'écoute les émissions de football, ouais. Couleur ou noir et blanc? Ah, globalement, état d'esprit et... Non, noir et blanc, parce que la couleur, je suis mauvais, quoi. Je sais pas faire du tout, je sais pas m'habiller en couleur, et je sais pas faire de planche en couleur. Et pour finir, est-ce qu'il y a une autrice ou un auteur que tu nous conseillerais et qu'on connaîtrait pas forcément? Vous les connaissez tous, mais j'ai passé un moment... particulier, et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est Chloé Wary, qui j'adore son travail et j'adore sa personnalité. C'est une meuf incroyable, je conseille il faut absolument la suivre. Elle a un as sous le coude, elle a un truc de colère là qui me passionne. On a été en détention ensemble par les foot et gonzesses. Ouais, foot et gonzesses, donc on y a été, on a parlé de ça, de son livre. On a fait venir des filles qui jouent au foot. L'après-midi, on a joué au foot avec. Et la meuf, c'est une Formule 1, quoi. Donc, on lit L'année des roses qui avait été primée à Angoulême. Absolument, aussi. Et on lit Il faut faire le million, La Absolument. petite couronne, Ta mère la pute et tous les autres, signé Gilles Rochier et bientôt Les Trois Mousquetaires. Ouais, rien que de dire ça à côté de mon nom, ça me fait super bizarre. Merci beaucoup, Gilles Rochier Dumas, du coup. Merci, Mathieu. Nous, on passe à notre coup de cœur de la cité. Coup de cœur de la cité porté aujourd'hui par Bastien Pépin, Community Manager. De quoi as-tu décidé de nous parler? D'un livre en format italien qui s'appelle Une rainette en automne et plus encore, de Linnea Stert, qui est une illustratrice et dessinatrice suédoise,
qui raconte l'histoire d'une petite rainette, donc une petite grenouille, qui est toute jeune et qui fait la rencontre de 2 crapauds vagabonds qui ont récupéré l'esprit d'une fleur de Shungiku. Et cette fleur leur demande de la ramener sous les tropiques, dans le sud. Et donc la rainette décide de se joindre à eux pour ce voyage. C'est son premier voyage en dehors de sa terre natale et rencontre tout un tas de personnages, des chiens, des chats, des plantes même. C'est un livre très très beau, déjà graphiquement, il y a un trait très japonisant. Il y a vraiment une culture japonaise chez ces grenouilles qui s'habillent avec des tenues presque traditionnelles japonaises, mais qui sont inscrites dans notre société à nous. C'est très poétique aussi, puisqu'on se retrouve avec le point de vue d'une rainette qui découvre le monde. C'est très très bien écrit, on se retrouve des fois entre un mélange entre bande dessinée, presque de la poésie parfois. Cette autrice a d'autres bandes dessinées à son actif, notamment In Humus, qui raconte l'histoire de la décomposition d'une baleine, qui pareil est un chef-d'œuvre de narration. On donne les références ? Une rainette en automne et plus encore, et c'est disponible aux éditions de La Cerise. Neuvième Art est un podcast produit par la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême, réalisation Mathieu Charrier. N'hésitez pas à commenter ces épisodes, à les noter, à en parler autour de vous, c'est très important pour nous.